Dans le podcast cette semaine, on est de retour à Vienne pour discuter avec Wolfgang Warsch, auteur de jeux de société et notamment de The Mind. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara, on se retrouve pour une nouvelle interview. Je suis encore à Vienne et je suis en compagnie aujourd'hui de Wolfgang Warsch. Salut Wolfgang. Hello. Salut, bienvenue à Vienne. Merci beaucoup pour l'invitation parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un hôtel où tu participes toutes les semaines à des soirées prototypes avec d'autres auteurs viennois. Depuis combien de temps tu participes à ces soirées? No, we are doing this now So I started doing. Non, on fait ça maintenant depuis... En fait, j'ai commencé à le faire quand je suis rentré du Royaume-Uni. J'ai vécu au Royaume-Uni pendant environ 4 ans. Je suis rentré en 2016 et à la fin de 2016, j'ai rencontré Alexander Pfister qui est aussi à Vienne. Il avait déjà lancé quelques mois avant, voire même quelques années avant, je ne saurais dire, un groupe de rencontres régulières de créateurs de jeux de société. Et quand je l'ai rencontré en 2016, il m'a invité à venir et depuis, je participe régulièrement. Ça fait donc déjà 8 ou 9 ans. Then 8, 9 years already. Tu disais que tu avais vécu en Angleterre et que tu étais ensuite revenu à Vienne. Et j'ai cru comprendre que c'est surtout en Angleterre que tu as découvert le jeu de société parce que il me semble que tu disais que tu n'étais pas un grand joueur de jeux de société enfant. Yeah, this is right. Oui, c'est ça. J'ai toujours été fasciné par les jeux de société. Et si j'avais été, disons, dans le bon groupe, ou si ma famille avait été plus portée sur les jeux, je n'aurais probablement joué davantage plus tôt. Mais quand j'ai déménagé au Royaume-Uni, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui étaient vraiment passionnés de jeux de société. Et ce sont eux qui m'ont fait découvrir les jeux de société modernes. C'est là que j'ai vraiment commencé à jouer. Ou disons, à sortir des sentiers battus. À essayer d'autres choses que les jeux d'ambiance habituels ou le Monopoly, ce genre de choses. J'ai découvert Seven Wonders et d'autres classiques modernes. And modern classics. Et quand tu as découvert plus les jeux de société, tu as tout de suite eu envie de créer ou c'est venu bien après? No, it's actually the other way around. I was already developing board games long before that. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Je développais déjà des jeux de société bien avant ça. Par ennui, je dirais. Quand j'avais 17 ou 18 ans. J'ai simplement eu l'idée que ça pourrait être amusant de créer un jeu de société. J'ai toujours joué à des jeux de société, un peu du genre. J'ai par exemple acheté les colons de Catane, avec mon tout premier argent à moi. Je l'ai eu de mes parents. Et puis il y avait les jeux de cartes classiques qu'on joue en Allemagne ou en Autriche. Ou encore les échecs. Ce genre de choses. J'ai donc toujours aimé jouer à des jeux. Et quand j'avais 17 ou 18 ans, je me suis dit que ça pourrait être sympa de créer mon propre jeu. Je ne saurais pas dire exactement ce qui m'a poussé à ça. Avec un de mes vieux amis, on avait acheté une table de billard et on l'avait réparée. Et un jour, j'ai eu une idée. Est-ce que ce ne serait pas amusant de créer un jeu de société sur le thème du billard? Un jeu avec une table de billard. Et ça a été ma toute première tentative de créer mon propre jeu de société. Board game, a billiard table board game, and this was my first try to make my own board game. Et tu disais donc que tu n'avais pas joué à tant de jeux que ça avant d'être au UK. Et est-ce que tu penses que cette distance que tu as par rapport à des gens qui ont joué à énormément de jeux, c'est aussi ce qui te permet d'être moins influencé et de garder une certaine fraîcheur dans tes créations? Actually, I would say no, because I have... En fait, je dirais non. Parce que j'essayais déjà de créer des jeux de société avant de déménager au Royaume-Uni. Et ces jeux étaient principalement influencés par ceux que je connaissais à l'époque. Donc je créais surtout des jeux d'ambiance, des jeux très simples. Mais ensuite, quand j'ai déménagé au Royaume-Uni, comme je l'ai mentionné, j'ai commencé à jouer à d'autres types de jeux. J'ai été vraiment inspiré par des jeux comme Hanabi. Et sans Hanabi, je n'aurais probablement jamais essayé de créer un jeu comme Illusion ou The Mind. J'ai aussi joué à Dominion. Et si on n'avait pas découvert Dominion, il n'y aurait probablement jamais eu un jeu comme les Charlatans de Belcastel. Donc non, je ne dirais pas que ça m'a freiné. Au contraire, c'est même bien d'avoir un peu de recul, un certain espace créatif personnel, parce qu'on peut vite se retrouver enfermé dans une idée tout faite de comment un jeu doit fonctionner. Mais sans cette petite bibliothèque de jeux que j'ai maintenant dans un coin de ma tête, je pense que je n'aurais jamais conçu la plupart des jeux que j'ai créés. Tu parlais d'Hanabi justement, et c'est vrai que quand on a découvert The Mind, on sent le lien avec Hanabi. Et Antoine Boza, que j'ai interviewé, il disait que pour lui, The Mind, c'était la version parfaite de Hanabi.
Je t'enverrai le passage où il le dit. Really? Oh oui, ce serait super, ce serait génial. Because it's more streamlined. It's more streamlined than Hanabi, which is very streamlined board game. Yes, absolutely. And Oui, absolument. Et Antoine est, et a toujours été, l'un de mes auteurs de jeux préférés. Avec Seven Wonders, qui est l'un de mes jeux favoris, voire même mon jeu préféré. inspired me. Il m'a beaucoup inspiré avec ces jeux au fil des années. Et oui, c'est génial à entendre. It's great to hear. On reparlera de The Mind après. Tu as aussi une formation scientifique, tu es biologiste moléculaire à la base. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre cette formation scientifique et le fait d'être game designer? Maintenant, tu es uniquement auteur de jeux. This I would answer with yes. So if there's a question, À cette question, je répondrais oui. influence, Donc, s'il s'agit de savoir si faire de la recherche a influencé la façon dont je conçois des jeux de société, no, I would ou si cela m'a inspiré à en créer, je dirais non. develop board Je dirais plutôt que beaucoup de personnes qui aiment créer des jeux de société travaillent souvent dans les domaines scientifiques, en sciences naturelles, en mathématiques, ou dans des entreprises liées d'une manière ou d'une autre à la science. Je pense que c'est parce que c'est un mode de pensée similaire, pensée abstraite, logique, théorique, theoretical logic qu'on aime retrouver aussi bien dans la conception de jeux que dans la science. game like thinking. Mais d'un point de vue plus général, travailler dans la recherche scientifique ressemble beaucoup à créer des jeux de société, Very close surtout à l'université, games où tu dois avoir une certaine base de connaissances dans ton domaine scientifique. have like Mais ensuite, tu dois réfléchir à quelque chose de nouveau, pas complètement nouveau, parce que tu dois t'appuyer sur ce qui existe déjà. something new. Puis tu commences à faire des expériences. Have to base C'est comme créer des prototypes. there, Tu fais les expériences, start parfois elles échouent, donc tu dois les modifier. experiments. C'est exactement comme avec les prototypes de jeux. Et après 1 ou 2 ans, voire plus, tu rédiges ton article scientifique que tu envoies à d'autres chercheurs pour relecture. One C'est comme envoyer un jeu à une maison d'édition. together your paper Ensuite, tu reçois des retours des relecteurs et tu dois retravailler ton article. and then Donc en fait, tout ce processus est vraiment très similaire. De la première idée jusqu'à la publication. quite C'est très proche de la création d'un jeu. process De l'idée initiale du genre until it's « Tiens, ce projet de recherche pourrait être intéressant » still process jusqu'à la publication finale de l'article. be a cool Ça prend aussi à peu près le même temps. till Peut-être que la recherche dure 2 ou 3 ans de plus. roughly the same time. Mais en termes de ressenti, c'est vraiment proche, oui. But it's also quite close how it feels. Yes. En fait, ça t'apprend la patience aussi et le fait de, même si ça ne va pas tout de suite, de s'accrocher. Yes, it's not. It's Oui, ce n'est pas toujours le tout premier prototype qui a du sens. Mais oui, c'est comme en science. Parfois, tu fais une première série d'expériences et tu te rends compte que tu es complètement sur la mauvaise voie. Il faut juste abandonner et essayer autre chose. Et parfois, tu fais des expériences qui ne donnent pas exactement les résultats attendus. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, que ce n'est pas totalement à côté. Juste pas encore dans la bonne direction. À ce moment-là, il faut décider, est-ce que tu veux y consacrer plus de temps et continuer à travailler dessus, ou est-ce que tu laisses tomber et tu passes à un projet totalement nouveau? project. Et donc, maintenant, tu ne fais plus de recherche en biologie, tu es auteur à plein temps. Qu'est-ce qui a provoqué le basculement? Tu avais vraiment envie de te consacrer aux jeux de société à temps plein. Et aussi, j'imagine que le fait que tu aies eu des succès d'un point de vue financier, c'était aussi envisageable. Yes, of course. So I developed board games, or tried to develop board games for a long time. So it's like when I was 18 years old, but then I had a break like for 4 or 5 years. Then I tried again with another game, and then I had a break for 2. Oui, bien sûr. J'ai essayé de créer des jeux de société depuis longtemps. Cool. Disons, depuis que j'avais 18 ans. Out of development Mais ensuite, j'ai fait une pause de 4 ou 5 ans. in the story. Puis j'ai réessayé avec un autre jeu. Puis encore une pause de 2 ou 3 ans. Mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Est-ce que ce ne serait pas génial de vivre de la création de jeux de société? De voir ces jeux dans les magasins et que les gens les achètent? Ça m'a toujours fasciné. I've been working C'était un peu un rêve. Mais en même temps, j'aimais vraiment beaucoup le travail que je faisais. in Cambridge. J'étais biologiste moléculaire et je travaillais dans la recherche sur le cancer. Ma femme et moi, on travaille dans le même laboratoire. Nous avons déménagé au Royaume-Uni pendant 4 ans, où nous avons travaillé à Cambridge, dans un excellent institut de recherche sur le cancer. From the UK. C'était un travail passionnant, vraiment extraordinaire. 1 year. Donc ce n'était pas quelque chose que j'avais particulièrement envie d'abandonner pour une autre carrière. Mais ensuite, quand nous sommes rentrés du Royaume-Uni, j'ai très vite créé en l'espace d'1 an les jeux The Mind, Très Futé, Illusion et Les Charlatans de Belcastel. Ils sont tous sortis à Nuremberg au début de l'année 2018 et tous ont été publiés, du moins en Allemagne et en Autriche. Et quelques mois avant,
à la fin de 2017, mon contrat à l'université arrivait à son terme. Je cherchais déjà d'autres postes. Et j'avais même 2 propositions concrètes pour commencer début 2018. Mais j'ai dit à ma femme, sachant que 4 de mes jeux allaient bientôt sortir, que plutôt que de commencer tout de suite un nouveau travail, je voulais m'accorder 2 ou 3 mois pour me consacrer uniquement aux jeux de société. Parce que tous les mois précédents, je travaillais à l'université. Et je consacrais tout mon temps libre au développement de mes jeux. Donc en tout, ça faisait une semaine de 70 ou 80 heures de travail. Mais le travail sur les jeux, je le considérais comme mon temps libre. Et je l'adorais. Je ne le voyais pas vraiment comme du travail. Mais malgré tout, j'avais vraiment hâte d'avoir 2 ou 3 mois juste pour moi, pour me consacrer uniquement à la création de jeux. Et pendant ces 2 ou 3 mois, The Mind est sorti. Les charlatans de Belcastel, et tous les autres aussi. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait un engouement rapide autour de ces jeux. Et dans ma tête, la question était toujours, est-ce que je peux me permettre de faire ça plus longtemps que 2 ou 3 mois ? Je ne voulais pas prendre de risques inconsidérés. On avait déjà un petit enfant, et le deuxième était attendu, quelques mois plus tard. Mais après la sortie des jeux, j'ai compris que oui, je pouvais me permettre de continuer un peu plus longtemps, peut-être 6 mois. Et puis les choses ont duré un peu plus, encore un peu plus. Et les jeux qui sortaient rencontraient pas mal de succès. Alors une fois que j'ai réalisé que ce n'est plus un risque financier pour moi et ma famille, j'ai décidé de tenter l'aventure à plein temps. So once I realized that it's financially no more a risk for me and my family, I decided, okay, I want to give it a try to make it full time. On va maintenant parler un peu de ton processus créatif. T'avais entendu dans une interview expliquer que souvent ton point de départ, c'était tu trouvais une mécanique cool et tu avais envie d'explorer ce qu'elle pouvait donner. Donc, toi, tu pars vraiment des mécaniques. Yes, I think many at least, but most designers, I think, start. Oui, je pense que la plupart, ou du moins beaucoup, de créateurs commencent par la mécanique. Parce qu'au final, c'est ce qui rend le jeu unique. Beaucoup de mes jeux, par exemple, changent de thème en cours de route, ce qui ne me dérange pas vraiment, parce que je ne suis jamais très attaché au thème. Ce qui me tient à cœur, c'est la mécanique. Donc oui, je commence toujours par la mécanique et j'essaie de trouver quelque chose qui donne une sensation unique. Parfois, le jeu reste abstrait, comme au début. Parfois, on lui ajoute un thème par la suite. Il n'y a qu'une seule exception, The Taverns of Tiefenthal. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Taverns of Tiefenthal. I don't know if it's said in French. Les tavernes de la vallée profonde. Yes. C'est très poétique comme titre. Je sais qu'en allemand, il y a ce jeu de Tavern von Tiefenthal. En allemand, il y a beaucoup de jeux qui ont ces sonorités, ces allitérations, comme Die for Burgundy. Yes. Oui. Je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Mon partenaire et moi avons eu cette idée alors que je vivais à Cambridge. On allait de temps en temps dans les pubs. Et on s'est dit, oh, ce serait chouette de créer un jeu sur les pubs. Et c'est pour cette raison que, dans ce cas-là, j'ai commencé par le thème, oui. Quand on s'était rencontrés à Berlin aussi, tu m'avais dit que quand tu découvrais une mécanique, tu ne savais pas encore si elle allait t'emmener dans un jeu pour enfants, un jeu familial, et que c'était au fur et à mesure du développement, selon ce que tu pouvais épurer dans l'idée que tu avais, que ça te conduisait dans la direction du jeu. Yes, since I start with the mechanic. Oui, comme je commence par la mécanique, je ne peux pas tout de suite dire si ce sera un jeu pour enfants ou un jeu familial. Même si la mécanique est très simple, je ne peux pas encore savoir. Si la mécanique fonctionne bien toute seule, alors vient le moment de décider. Est-ce que ça pourrait être un jeu pour enfants ? Un jeu familial, original, comme The Mind ? Mais si la mécanique seule ne suffit pas, si j'ai le sentiment qu'il faut ajouter des éléments autour, alors le jeu commence à grandir peu à peu. Et ça peut devenir quelque chose comme les charlatans de Belcastel ou les tavernes de la vallée profonde. En général, j'essaye d'éviter ça si possible. Je préfère toujours travailler sur des jeux très simples, mécaniquement simples. Mais la plupart du temps, ou en tout cas souvent, je ne commence pas en me disant « je veux créer un jeu pour enfants » ou un jeu familial. Je préfère partir d'une mécanique et voir ensuite où ça nous mène. Ce qui est, je trouve amusant, mais ça c'est mon point de vue personnel, c'est que tu pars des mécaniques, mais je trouve que dans tes jeux, tu laisses beaucoup de place en fait, à l'humain, en fait, à l'interprétation des joueuses et des choses qui ne sont presque pas... possible de régler par des règles en fait. Je trouve que tes jeux reposent beaucoup sur aussi l'empathie. C'est quelque chose qui arrive autour de la table. Yeah, but it's funny that you say that because I never thought about this actually. This is more that something. Oui, mais c'est amusant que tu dises ça, parce que je n'y ai jamais vraiment réfléchi. C'est plutôt quelque chose qui m'arrive par accident. Yes. Je ne commence jamais en me disant « Tiens, je veux créer une mécanique qui suscite de l'empathie entre les joueurs ». Mais si ça se produit, tant mieux. J'aime travailler sur des jeux de société, y compris des jeux d'ambiance.
Et c'est toujours important pour moi qu'un jeu d'ambiance permette beaucoup d'échanges avec ses coéquipiers, mais aussi de ressentir cette sorte de, je dirais, de connexion, d'être sur la même longueur d'onde. C'est drôle, parce qu'un de mes jeux d'ambiance s'appelle justement Wavelength, longueur d'onde en français. Mais c'est aussi le cas pour d'autres jeux d'ambiance que j'ai créés. J'aime qu'il y ait cette connexion parfois profonde, ou pas si profonde, à partir d'un sujet tout simple. Et qu'on se dise « Ah, on se comprend vraiment », ou alors « On pense un peu pareil, sans s'en être rendu compte avant ». Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je vise intentionnellement. C'est plutôt un effet secondaire, quelque chose qui se produit en cours de route, presque par hasard. Accident as a side product, what I'm doing, and there's nothing that I'm somehow aiming for. Mais je comprends tout à fait que ce ne soit pas quelque chose de forcément volontaire, mais je trouve qu'on le ressent beaucoup dans tes jeux. Même dans les Charlatans de Belcastel, on ressent, avec la mécanique du stop ou encore, il y a beaucoup de l'appréciation humaine qui ne s'explique pas et qui va changer d'une personne à l'autre. Des jeux comme, je sais pas, Agricola ou des jeux comme ça, c'est beaucoup plus mécanique. Il n'y a pas tout ça qui est laissé en fait à l'appréciation des personnes. Again, this is something that's more like happening based on the mechanics that I use. Eh bien, là encore, c'est quelque chose qui arrive plutôt en fonction des mécaniques que j'utilise. Parfois, nous heurtons aux règles de ces mécaniques, car elles ne sont pas toujours très courantes. Il peut donc y avoir de temps en temps une certaine marge d'interprétation. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait exprès, du genre, on laisse ça ouvert, les joueurs feront comme ils veulent. Mais parfois, les gens jouent d'une manière tellement différente que l'on ne l'avait pas du tout anticipé. Par exemple, lors des tests, que ce soit avec des groupes de tests ou même parfois avec l'éditeur lui-même, on pensait avoir tout couvert dans les règles. Et soudain, on se rend compte que les gens jouent The Mind de façon complètement différente. Là, on se dit « Ah, on aurait dû le mentionner dans les règles, parce que les gens vont le jouer comme ceci ou comme cela. » Ça nous est aussi arrivé avec les Charlatans de Belcastel ou d'autres jeux. Peut-être que ça a un lien avec les types de mécaniques que j'utilise. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je recherche intentionnellement. C'est plutôt l'inverse. Normalement, on essaie de tout préciser dans les règles, pour qu'il n'y ait pas trop de place à l'interprétation, que les joueurs sachent exactement quoi faire. Mais parfois, on ne veut pas non plus enlever tout le plaisir du jeu. Par exemple, pour The Mind, on s'est beaucoup demandé quelles restrictions faut-il donner aux joueurs, combien de liberté leur laisser pour explorer jusqu'où ils peuvent aller sans trahir les règles. Évidemment, on ne leur imposera jamais de s'asseoir avec une expression figée, interdit de montrer la moindre émotion, sous prétexte que cela pourrait révéler quelque chose. Pourtant, tout le monde joue un peu comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que j'imposerais. Je préfère que les gens découvrent par eux-mêmes leur manière de jouer. Et c'est peut-être aussi valable pour certains de mes autres jeux. On réfléchit à ce qu'il faut préciser dans les règles et ce qu'on peut laisser ouvert, pour que les joueurs explorent eux-mêmes ce qui est acceptable ou non. Mention the rules and what should we just leave the room that people can explore what's okay and what's not. Et je vais te poser une question parce que beaucoup de gens disent mais dans le The Mind il suffit de compter. On est d'accord qu'on ne doit pas compter en fait. Yes, that's true. The thing is, I had the idea for The Mind in my head roughly 1 year already before I tried the prototype for the first time. Oui, c'est vrai. En fait, j'avais déjà l'idée de The Mind en tête depuis environ 1 an avant même d'essayer de faire un prototype. Je me disais, oh, ce serait cool si on pouvait juste jouer dans l'ordre numérique sans parler. Et la toute première chose que j'ai imaginée, c'était on n'avait qu'à compter les secondes. Et voilà. Et c'est précisément pour ça que je ne l'ai jamais testé pendant 1 an. Jusqu'au jour où mon beau-frère était là. On était assis et je lui ai dit, allez, essayons de créer un jeu. J'ai une idée, testons-la. Et là, je me suis rendu compte immédiatement. Ah, mais en fait, je ne compte pas dans ma tête. Et lui non plus. Il ne comptait pas dans sa tête. Et aucun des membres du groupe de test ne le faisait. Et ceux qui le faisaient, 1 ou 2 peut-être comptaient à une vitesse différente de la nôtre. Et c'est là que j'ai compris. Peut-être que certaines personnes compteront, mais la majorité ne le fera pas. Pour nous, c'était assez clair que même si on écrit dans les règles « ne comptez pas dans votre tête », on ne pourra jamais l'empêcher complètement. Mais on savait aussi que 80% des gens n'y penseront même pas ou ne le feront pas, et qu'ils apprécieront vraiment le jeu. Et s'il reste 10% qui comptent dans leur tête et qui passent à côté de l'expérience, ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas publier The Mind. Oui, c'est un peu délicat avec ce jeu. C'est comme quand on dit « ne pensez pas à un éléphant rose ». Évidemment, on pense à un éléphant rose. Là, c'est pareil. Ne comptez pas dans votre tête et on est presque forcé de le faire. It's a bit difficult with this game. It's like, don't think of a pink elephant and you think about a pink elephant. Don't count in your head and then you are forced to not count. Yeah. Est-ce que tu as été surpris de l'immense succès de The Mind? Yes. So immensely, you have no idea.
I only had like 2 games published before. Oh oui. Mentalement, tu n'as pas idée. À ce moment-là, je n'avais que 2 jeux publiés, des tout petits jeux. Personne n'en avait jamais entendu parler. Et ils n'avaient pas eu de succès. Je ne m'attendais à rien. Si quelqu'un m'avait dit que ce jeu allait se vendre à, disons, 10 000 exemplaires, j'aurais trouvé ça fou. J'aurais trouvé ça génial. Je n'avais vraiment zéro attente. Et encore aujourd'hui, je suis toujours super étonné et heureux de voir à quel point le jeu continue de bien marcher, même 7 ans après sa sortie. Still doing now, 7 years after it came out. Yes. Moi, je t'avoue que The Mind, c'est un jeu qui m'a vraiment impressionné quand je l'ai découvert parce qu'en fait, on se dit c'est tellement simple et pourtant ça n'avait pas été fait. On va parler aussi de quelque chose qu'on avait évoqué à Berlin sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de tes jeux qui reposent sur l'estimation. Qui est aussi un peu de l'intuition ou qui relève aussi un peu de l'intuition. Oh, again, this is nothing I've realized before. This is not, now you tell me, now I realize it. Again, this is nothing that I'm aiming for, but I think this comes from the fact that... Ah, encore une fois, c'est quelque chose que je ne réalise que maintenant, en t'entendant le dire. Ce n'est absolument pas quelque chose que je cherche à faire intentionnellement. Mais je pense que ça vient du fait que, selon moi, la plupart des gens ont plus ou moins la même capacité à estimer les choses. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont vraiment meilleurs dans ces jeux grâce à leur expérience. Surtout dans mes jeux pour enfants. Par exemple, Grosse Kleine, Edelsteine, même mon fils de 5 ou 6 ans a à peu près le même instinct pour estimer les tailles que moi. C'est plus ou moins le même niveau. Encore une fois, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Mais j'ai fait Illusion, j'ai fait Big Little Gems, et j'ai aussi un autre jeu pour enfants sorti l'année dernière, Chop the Cake. Je crois que c'est son titre en anglais. Peut-être que c'est une mécanique que j'aime utiliser de façon inconsciente. Justement parce qu'elle ne crée pas d'inégalité marquée entre les joueurs. Tout le monde joue à armes égales. Et je pense que ce n'est pas une mécanique très utilisée dans les jeux. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est clairement pas quelque chose de courant. On the same level. And I think it's not used too often in board games. Not too often. Where you have to. There are a few games out there, but it's nothing that say it's a very common mechanic. Et c'était dur à designer, Illusion? Actually, it was done quite fast. I was just sitting there for 3 evenings and I was making... En fait, ça a été fait assez rapidement. Je me suis simplement assis pendant 3 soirées et j'ai créé le jeu sur PowerPoint. Et la raison pour laquelle le jeu a cet aspect visuel, c'est parce que j'ai utilisé une des formes par défaut qu'on trouve dans PowerPoint. C'est pour ça qu'on voit surtout des cercles, des carrés, ce genre de choses. Avec le recul, je pense que c'était une très bonne idée. Parce que les formes simples rendent la comparaison des tailles beaucoup plus facile. Bien plus que si j'avais utilisé des images plus complexes ou autre chose. Donc j'avais quelque chose comme ça en tête. Et j'ai simplement travaillé avec pendant 3 jours. Et voilà. Et je pense qu'au final, les images du prototype sont devenues les illustrations finales qui ont été publiées dans le jeu de cartes. And then I think that at the end, the prototype pictures became the original pictures that have been published in a card game. On va parler de Fuji aussi, qui est un jeu coopératif. On a beaucoup d'interactions avec ses voisins, en fait. Comment t'es venue l'idée du jeu? Je trouve que c'est aussi très original comme jeu. That's one of my favorites. I really like it a lot, and for me, it's really hard to say before a game gets published which one will become successful. C'est l'un de mes jeux préférés. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour moi, c'est toujours très difficile, avant la publication, de savoir quel jeu va rencontrer du succès. Par exemple, si quelqu'un m'avait demandé à l'époque « Les charlatans de Belcastel aura-t-il plus de succès que Fuji ?» Je n'aurais pas su quoi répondre. J'aime encore beaucoup Fuji, même si c'est un type de jeu, une expérience qui plaît peut-être à moins de gens comparé aux charlatans. J'ai eu l'idée quand je vivais au Royaume-Uni. Je me souviens que ma femme était absente. J'étais seul à la maison et je m'amusais juste avec des dés sur la table. Je me suis assis, j'ai lancé quelques dés au hasard et j'ai essayé de trouver une mécanique. Et d'une manière ou d'une autre, ne me demande pas comment exactement, c'était il y a 10 ans, j'ai eu cette idée de Fuji, où tu dois remplir certaines conditions, mais sans pénaliser ton voisin. This idea of like for Fuji where you have to fulfill certain conditions, but you don't want to screw over your neighbor and yeah. On parlait aussi des charlatans de Belcastel. Tu as gagné le Kennerspiel avec ce jeu. J'imagine que ça a été un très grand moment. Enfin, c'est, j'imagine, une consécration de gagner un prix du Spiel, parce que le Spiel, ça reste le plus grand prix au monde. Yes, absolutely. As you can imagine, I mean, winning the prize was amazing, but I have to say, even more amazing was... Oui, absolument. Comme tu peux l'imaginer, gagner le prix, c'était incroyable. Mais je dois dire que le moment où j'ai appris la nomination est encore plus incroyable. Comme je l'ai mentionné, seuls 2 de mes jeux avaient été publiés auparavant. Et puis The Mind est sorti.
puis Très Futé, et Les Charlatans de Belcastel. Et ces 3 jeux ont été nommés au Spiel et au Kennerspiel des Jahres. 3 de mes jeux. Ça a été l'un des moments les plus incroyables que j'ai vécu. Quand tu rêves depuis toujours de peut-être un jour devenir auteur de jeux, peut-être même professionnel, et que tu imagines ce que ça ferait d'être nommé, et que soudain, ce ne sont pas 1, mais 3 de tes jeux qui sont nommés. C'était fou. Une expérience complètement folle. Et ensuite, en plus, l'un des 3 a gagné. Les Charlatans de Belcastel a remporté le Kennerspiel des Jahres. Ça a été, et c'est toujours, l'une de mes plus grandes expériences en tant qu'auteur de jeu. Kennerspiel des Jahres. Was and still one of my greatest experiences as a board game designer. On va parler un peu du futur. Quels sont tes futurs projets? It's always hard to say how much I can say. So I normally. C'est toujours difficile à dire ce que je peux révéler ou non. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne travaille généralement pas sur beaucoup de jeux à la fois. En général, je travaille sur 2 ou 3 jeux par an. Je crée 2 ou 3 prototypes et ce sont souvent ceux-là qui finissent par être publiés. Donc ce que je peux dire, c'est que... c'est vraiment difficile. Je n'ai pas beaucoup de gros jeux à venir dans les tuyaux. Mais ce que je peux révéler, c'est qu'un nouveau jeu pour enfants de ma part va sortir cette année à Essen. Oui, parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup faire des jeux aussi pour enfants parce que tu joues beaucoup avec tes enfants. That's it. So my kids are now 6 and the other one 10 years old since last week. And they really enjoy playing games and then also try to enjoy playing my prototypes. But I normally only work on maybe one or 2 kids games a year. Oui, c'est ça. Mes enfants ont maintenant 6 ans et l'autre a eu 11 ans la semaine dernière. Ils aiment vraiment jouer à des jeux. Et ils essayent aussi de prendre plaisir à tester mes prototypes. Mais en général, je ne travaille que sur 1 ou 2 jeux pour enfants par an. Je viens tout juste de terminer mon 5e jeu pour enfants en tant que prototype. On verra ce que ça donne. Il est actuellement chez l'éditeur. Les retours sont très positifs pour l'instant, mais je pense qu'il faudra encore au moins 1 an avant qu'il ne sorte. Il y a aussi un autre jeu, chez un autre éditeur, dont je ne sais pas trop ce que je peux révéler, qui devrait sortir vers le milieu de l'année prochaine. Je suis également assez fier d'un projet sur lequel j'ai travaillé avec CMYK Games, l'un des éditeurs américains avec lequel je collabore de très près. Il y aura un jeu qui sortira cet automne aux États-Unis, que nous avons développé à 3 chez CMYK. Donc en ce moment, j'ai pas mal de prototypes terminés, ce qui n'est pas très habituel pour moi. Normalement, je n'ai qu'1 ou 2 prototypes prêts à être envoyés. Mais aujourd'hui, j'ai apporté 3 prototypes à une séance de test qui sont déjà bien finalisés. L'un d'eux est déjà chez un éditeur. Donc non, je n'ai pas énormément de jeux dans les tuyaux actuellement, mais c'est normal pour moi. En général, je n'ai qu'1, 2, 3 jeux qui sortent par an. One of them is already at the company. So there's not a lot of games in the pipeline right now, but it's normal for me that I only have like 1 or 2 games coming out in a year, or maybe 3 games, yes. Pour finir, on va parler un peu de ces soirées prototypes. Tu es toujours curieux de découvrir le travail des autres et tu es aussi curieux de soumettre ton propre travail? Yes, absolutely. I'm curious, and it's super important. I mean, it's great to get like feedback from your family and friends, but normally I never play with my friends because they are just not in. Oui, absolument. Je suis curieux. Et c'est quelque chose de super important. Bien sûr, c'est toujours agréable d'avoir des retours de la part de la famille ou des amis. Mais en réalité, je ne joue presque jamais avec mes amis. Ils ne sont pas vraiment branchés jeux de société. Et on ne se voit pas régulièrement. Quand je teste un prototype, c'est généralement avec ma femme. 1 fois, parfois 2. Et tant qu'elle n'est pas vraiment à fond dedans et qu'elle ne me dit pas qu'elle veut rejouer, ce qui n'arrive quasiment jamais avec les prototypes, je sais que ce n'est pas encore bon. C'est ma critique la plus dure. Donc si elle aime vraiment l'un de mes jeux, je sais que ce sera un grand succès. Mais rencontrer ici les autres auteurs, c'est l'une des étapes les plus importantes du processus de création. Les retours que je reçois sont essentiels. Cela dit, on ne prend pas chaque retour pour ensuite essayer de tout modifier dans le jeu. Il faut aussi faire le tri, analyser et comprendre soi-même ce qui est un retour pertinent. Mais sans ce groupe ici, je pense que ce ne serait pas possible de créer des jeux avec cette fréquence et ce niveau de qualité comme j'essaie de le faire. But I would say without this group here, it wouldn't be possible to make the games in this frequency and this quality that I try to do. Et tu aimes bien créer des jeux avec d'autres auteurs ou tu préfères travailler tout seul? It's not like wouldn't like to make a co-creation, but it's somehow happened so far that En général, ce n'est pas ce que je voudrais, pas faire une co-création. Mais jusqu'à présent, ça s'est toujours fait comme ça. J'ai créé mes jeux seul. Et c'est surtout parce que je ne saurais même pas par où commencer une co-création. Pour moi, le processus, c'est... Je pars faire une de mes longues balades. C'est souvent comme ça que je développe mes idées. Et j'ai une idée de mécanique. Et comme mes jeux sont souvent très simples,
Une fois que j'ai trouvé une mécanique qui fonctionne, le jeu est quasiment terminé. Il faut encore construire autour, mais pas de façon trop complexe. Trouver une mécanique vraiment chouette, c'est ça la partie difficile. Et je ne sais pas dans quelle mesure une autre personne pourrait vraiment m'aider à trouver une nouvelle mécanique amusante. Tu vois ce que je veux dire? Si je travaillais sur un jeu de société plus complexe, je pourrais dire « J'ai quelques idées, mais je ne sais pas trop comment avancer avec ça. Est-ce qu'on peut travailler dessus ensemble ?» Je pense que ça pourrait fonctionner. Mais pour les jeux plutôt petits et simples que je crée, j'ai l'impression qu'une fois que j'ai l'idée, le jeu est fait à 90%. Le reste, c'est juste du travail, du peaufinage, mais l'essentiel, la base du jeu est déjà là. Like 90% done. Yes. The rest is like working, just to work on it. But that's the main thing that's there. Eh ben, je te remercie beaucoup, Wolfgang, de ton temps. C'était vraiment génial de pouvoir discuter avec toi. Et merci à toi, j'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on se reverra, j'espère, à Essen. Yes. Oui, absolument. J'y serai aussi en principe. Ok. You will be there too? Et Yes. toi aussi? Alors on se voit là-bas. C'est chouette vraiment. Thank you. Absolutely. Merci beaucoup et on remercie les auditrices et auditeurs qui écoutent le podcast. À bientôt, au revoir. Goodbye. Un immense merci à Wolfgang, ainsi qu'à Alexander, Peter, Tino et tous les auteurs présents pour leur invitation à leur soirée prototype. Cette interview, enregistrée à Vienne le 8 avril 2025, est produite par Paul Gara et Hammer, et c'est Gabriel qui en a assuré le doublage. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.